Nous continuons notre exploration du Japon par l'un de ses lieux les plus emblématiques, le Fushimi Inari Taisha, situé à Kyoto. Dès l'entrée, nous sommes accueillis par une statue de renard noir, symbole fort de ce sanctuaire. Le renard, ou Kitsune, est ici le messager du dieu Inari, divinité du riz, de la fertilité et de la prospérité. On le reconnaît souvent avec une clé dans la bouche représentant celle du grenier à riz. En poursuivant notre chemin, on découvre un imposant bâtiment rouge. C'est le Haiden, le hall des prières. Il est souvent accompagné de longs escaliers en pierre qui nous guident vers les niveaux supérieurs du sanctuaire. Tout autour, de petits sanctuaires annexes aux toits bruns et aux détails raffinés. Puis, nous découvrons des petits torii qui sont achetés par les visiteurs pour formuler un vœu, souvent lié à la réussite professionnelle, la prospérité, la santé ou les études. En les laissant sur place, on demande la protection ou la faveur de la divinité Inari. C'est une forme de prière matérialisée. Ce geste s'inscrit dans une tradition japonaise, laisser un objet symbolique dans un lieu sacré en échange d'une bénédiction ou pour remercier d'un vœu exaucé. Puis, voici le grand torii vermillon, marque une nouvelle étape. De chaque côté, 2 statues de renard en pierre, cette fois avec des objets dans la bouche, souvent une clé et un joyau. Monte la garde, ces éléments symbolisent la prospérité, l'abondance et la protection du grenier à riz. À partir de là commence l'un des parcours les plus célèbres du Japon, la montée à travers les milliers de torii rouges qui serpentent la montagne. Chaque torii, offert par un donateur, crée un tunnel sacré qui nous plonge dans une atmosphère à la fois mystique et apaisante. Ces portails rouges forment un chemin unique vers le sommet du mont Inari, où l'on trouve d'autres sanctuaires plus intimes, souvent cachés dans la nature. Après cette ascension, on découvre une grande pancarte illustrant tout le réseau du sentier et de torii de sanctuaires. Puis commence la redescente, tout aussi magique. En traversant à nouveau ces tunnels de rouge et d'ombre, on se laisse porter par le calme et la beauté du lieu. La lumière filtre entre les torii, le silence apaise. C'est une expérience presque irréelle, un moment suspendu entre nature et spiritualité. Fushimi Inari, plus qu'un sanctuaire, c'est un voyage intérieur. Puis, on tombe sur un pont, typique des jardins japonais sacrés. Shimbashi, souvent symbolique du passage vers un espace purifié ou sacré. Juste après, mon regard est happé par une statue de pierre d'un renard. Le renard est le messager d'Inari, et chaque statue semble veiller silencieusement sur les visiteurs. Et voici un petit sanctuaire secondaire, ou Seisha, dédié à une divinité associée à Inari. Ces sanctuaires satellites sont nombreux à Fushimi Inari, chacun ayant sa propre fonction spirituelle. Alors que nous continuons notre chemin, on découvre une plaque d'égout sculptée, ornée en relief d'une biche gracieuse. Un clin d'œil discret mais symbolique qui annonce la prochaine étape de notre voyage, la route menant au temple Kofukuji à Nara. Quelques instants plus tard, alors que nous traversons une route sur un simple passage piéton, le Japon nous offre l'une des scènes les plus magiques. Une biche solitaire traverse paisiblement devant nous, comme si elle aussi faisait partie de ce pèlerinage sacré. Puis nous arrivons face à un grand torii rouge, majestueux, qui marque l'entrée d'un lieu unique, le parc de Nara. Ici, les biches sacrées se promènent en liberté, au milieu des visiteurs. Elles ne fuient pas, elles observent, elles s'approchent, comme si la frontière entre l'homme et la nature était doucement effacée. Après avoir exploré le parc de Nara et croisé ses biches sacrées, nous gravissons de grandes marches qui nous mènent à un lieu paisible perché sur les hauteurs, le Nigatsudo.
Ce pavillon en bois, annexe du célèbre Todaiji, offre une vue époustouflante sur la ville de Nara et les collines environnantes. Depuis sa terrasse en bois ouverte, le regard se perd dans un panorama de toits traditionnels, de forêts profondes et de montagnes au loin. L'endroit invite au silence, à la contemplation. Dans la cour, on découvre une fontaine d'ablution, une cloche rituelle et un hall intérieur orné de lanternes et de lustres suspendus. Le Nikatsulu est aussi connu pour abriter une cérémonie bouddhiste spectaculaire, le Omizutori, un rituel de purification au feu qui s'y déroule chaque année depuis plus de 1200 ans. Après ce moment suspendu, nous redescendons par un escalier, imprégné de l'histoire et de la spiritualité du lieu, encore porté par la sérénité de ce sanctuaire perché. Puis, nous décidons de visiter le temple Todaiji Daibutsuden, l'un des temples les plus emblématiques du Japon, situé à Nara. Dès que l'on approche de l'immense pavillon principal, on est saisi par sa taille colossale. C'est le plus grand bâtiment en bois du monde, même s'il ne fait aujourd'hui que l'un des 2/3 de sa taille originale. À l'intérieur, une atmosphère solennelle nous enveloppe. Et là, face à nous, se dresse la grande statue de Bouddha, le Daibutsu. Une impressionnante figure en bronze de près de 15 mètres de haut, représentant Vairocana, le Bouddha cosmique. Son calme majestueux semble remplir tout l'espace. En s'enfonçant un peu plus dans le bâtiment, tout au fond, j'ai aperçu une série de maquettes en bois représentant les différentes structures du complexe de Todaiji. Ces modèles détaillés permettent de mieux comprendre l'ampleur et la complexité de l'architecture originale du site. Puis, d'autres statues monumentales de divinités bouddhiques renforcent encore cette impression de puissance et de sérénité. En sortant du pavillon, juste à l'entrée, on remarque une statue en bois, un peu usée par le temps. C'est Binzuru, un des disciples de Bouddha, réputé pour ses pouvoirs de guérison. Ce qui attire l'attention, c'est la file de visiteurs qui attendent patiemment pour le toucher. La tradition veut que l'on touche la partie de la statue qui correspond à l'endroit de notre corps que l'on souhaite soigner. Par exemple, si quelqu'un a mal au genou, il va frotter le genou de la statue. Moi, sans trop réfléchir, je me suis retrouvée à lui toucher l'orteil. Apparemment un réflexe partagé, vu comme il est poli par les années. C'est un geste simple mais chargé de foi et d'espoir. Une belle façon de conclure la visite entre spiritualité et tradition populaire. Notre journée à Kyoto touche à sa fin. Après avoir été émerveillé par les statues majestueuses et la sérénité du temple, c'est la silhouette moderne de la tour de Kyoto qui nous fait un dernier clin d'œil. Un contraste saisissant entre tradition et modernité qui résume parfaitement l'esprit de cette ville unie. Petite explication sur cette tour de Kyoto. C'est une tour d'observation moderne située près de la gare de Kyoto. Haute de 131 mètres, elle offre une vue panoramique sur toute la ville. À la fin de cette vidéo,
mais la prochaine vous emmènera découvrir l'un des trésors les plus célèbres du Japon, le pavillon d'or. Et ce n'est que le début, car d'autres lieux insolites et merveilles cachées vous attendent encore. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous fera plaisir et en plus, vous ne raterez aucune vidéo sur le Japon. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce à chaque vidéo lue. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en laisser dessous cette vidéo. On vous dit à très vite pour la suite de nos aventures.